Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette session, dans cette conférence dans le cadre de la Semaine du cerveau. La mission laïque est absolument enchantée de pouvoir accueillir Monsieur Benary. Monsieur Benary, vous êtes neurobiologiste. Vous avez eu le Grand Prix INSERM et du FNRS de Belgique et des fondations US et Europe de l'épilepsie. Vous êtes aussi fondateur de l'INMED à Marseille. Vous êtes mondialement connu pour vos travaux sur la maturation du cerveau, les 1000 premiers jours, qui est le nom de la conférence de ce soir, et l'émergence de maladies neurologiques et psychiatriques. À votre départ en retraite, vous avez poursuivi vos recherches, notamment pour découvrir des traitements de maladies cérébrales, et notamment pour l'autisme, mais aussi pour la maladie de Parkinson. Je voudrais ajouter que votre regard sur la recherche a particulièrement touché la mission laïque française. Vous insistez sur la nécessité d'associer à la recherche le citoyen, l'humain. C'est sans aucun doute aussi le rôle des neurosciences cognitives dans le domaine de l'éducation, et c'est particulièrement le cas à travers les travaux qui sont menés à la mission laïque française, notamment grâce à Pascal Toscani qui est présente avec nous ce soir et qui a pour objectif d'associer à chaque fois la recherche à la pratique. Votre ami Olivier Dulac prononçait cette phrase étonnante qui, je crois, a du sens dans le monde de l'éducation. Il vous disait, finalement, ton rôle, c'est de chercher comment ça marche, alors qu'en médecine, on cherche pourquoi ça ne marche pas. Merci à vous, Monsieur Benary. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur. C'est bien, cette dernière phrase est très bonne parce qu'en fait, Olivier et moi, on travaille ensemble pendant très longtemps et on essaie de comprendre l'épilepsie chez l'enfant. Et c'est vrai que comprendre et traiter, c'est deux choses un tout petit peu différentes, mais je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que parfois ça converge. Parce qu'en fait, j'ai deux casquettes. Pendant 50 ans, c'est celui qui voulait comprendre. Et là, depuis 5 ou 6 ans, c'est celui qui veut traiter, à partir de l'expérience que j'ai pu acquérir en termes de recherche expérimentale. Et vraiment, Pasteur disait, il n'y a pas de recherche appliquée, il y a des applications de la recherche fondamentale. Et ça, c'est vraiment crucial. C'est-à-dire ça découle pratiquement automatiquement de la bonne compréhension de ce que la recherche expérimentale est au service du traitement des maladies chez l'homme. Alors, les 1000 premiers jours, pourquoi? Parce que pour moi, les 1000 premiers jours, parce que pour d'autres, ça a une autre signification, ça commence pratiquement à la conception et jusqu'à peu près 2 ans de vie. Et pourquoi? Parce que, au fait, la maternité est une période extrêmement vulnérable. La mère, bien sûr, mais surtout l'embryon et le fœtus. Sensible à énormément de choses parce qu'il y a des processus qui s'y passent qui ne se passent plus après. C'est très spécifique ce qui se passe pendant cette période. Il y a aussi la naissance. La naissance est de très loin le processus biologique le plus compliqué chez les mammifères. Je pourrais faire un cours pendant 1 heure sur les préparations, ce que ça implique de sortir, de passer de l'eau à l'air, à la respiration, au premier regard, aux premières sensations, et toutes les implications que ça a quand ceci se passe mal, prématurité, etc. Ou alors, évidemment, complications pendant la naissance, qui sont une des principales causes de maladies neurologiques et psychiatriques. Ensuite, il y a pas mal de maladies, de syndromes cérébraux, autisme, schizophrénie. Maintenant, on pense même que des maladies tardives, comme le Parkinson ou le cancer Huntington, pourraient avoir déjà des signes précoces. Ça naît très tôt, ces maladies-là. Et donc, pour traiter et comprendre ces maladies, elle est là, ma spécificité. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur le développement si on veut comprendre les maladies psychiatriques, si on veut les traiter. Ce qui n'est pas du tout à la mode. Jusqu'à encore quelques années, mon labo était le seul au monde à travailler sur des souris embryonnaires pour comprendre l'activité électrique embryonnaire, ce qui, évidemment, est aberrant. Et enfin, point très important, on ne peut pas séparer recherche expérimentale de recherche clinique. Elles convergent. Quand on pose des bonnes questions, c'est toujours le problème. C'est poser la bonne question. Parce qu'évidemment, une souris, ce n'est pas l'homme. Par contre, un neurone de souris est très, très proche de ce neurone humain. C'est juste la complexité qui est bien plus grande. Donc, il faut poser des bonnes questions. Et quand on pose des bonnes questions, on peut aller très loin. Alors, je vais vous montrer pourquoi je m'intéresse à la mortalité. Ici, par exemple, vous voyez un futur jeune homme ou jeune fille, je ne sais pas, quelques semaines avant la naissance. Il est peut-être un matheux, c'est un occiput, il a un problème mathématique. Il essaye de le résoudre. Sa position est impressionnante. Ensuite, il y a celui-là, un futur footballeur probablement, qui joue avec le cordon. Alors, vous en avez des comme ça qui vomissent, qui rient, qui sautent,
Mesdames qui sont enceintes savent que ce que je raconte est fréquent. Là, vous avez un autre qui trouve que l'hôtel n'est pas bon, il veut sortir. Vous vous rendez compte un peu de la complicité de l'action qu'il fait. Il plie ses genoux et paf, il pousse. Bravo la sortie. Pourquoi je montre ça? C'est pour dire qu'in utero, énormément de choses se passent. Nous, on a montré que chez le singe, qui est moins développé que l'homme, un neurone, une cellule nerveuse, a 5000, 7000 synapses, alors qu'après, on en aura 10 000. Donc, ça travaille beaucoup. Donc, un cerveau in utero, c'est vrai chez l'homme, c'est vrai chez la souris, c'est vrai chez le tétard, c'est vrai chez le pigeon, c'est vrai. Ça travaille beaucoup. Ça génère beaucoup d'activités. Mais il y a un hic. Cette activité n'a rien à voir avec l'adulte. Elle est totalement spécifique du cerveau immature. Exemple. Là, vous avez un prématuré, 27 ou 28 semaines, pour lequel on va montrer un flash lumineux. Vous allez voir, il y a un flash là. Vous voyez la réponse électrique? Elle dure 1-2 secondes. Avec ça, on ne voit rien. Si je vous fais le même flash, vous allez avoir une réponse de 10, 20, 30 millisecondes. Ce qui veut dire qu'avec ça, cette activité-là, on ne verrait rien. Notre rétine se développe in utero à la fin du premier trimestre de la gestation. On ne voit rien, on ne se souvient de rien. Pourtant, si cette rétine ne marche pas bien in utero, votre système visuel se développe mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'a pas une fonction de vision, mais elle a une autre fonction. Laquelle? C'est ça la question que je me posais pendant des années. À quoi ça sert d'avoir autant d'activités et pourquoi est-elle si différente? Bref, toutes les activités immatures électriques diffèrent des adultes. Elles maturent progressivement. Quand la souris va ouvrir les yeux pour la première fois 15 jours après la naissance, sa rétine pourra générer les réponses qui lui permettent de voir, pas avant. D'accord? Ça veut dire qu'il y a maturation progressive, il y a beaucoup d'activités avant, ça n'a pas la même fonction, ça a une fonction différente. Ça ne sert pas à voir, ça ne sert pas à sentir, mais c'est très utile. Très important. Alors, c'est quoi? Alors, je prends un deuxième exemple. Un prématuré, quand il bouge, moi, quand je bouge ma main droite, l'ordre vient de mon cortex gauche. Si on fait ça chez un prématuré, eh bien, le signal électrique dans son cerveau ne va pas venir avant le mouvement, mais souvent après le mouvement. Ça veut dire que le mouvement n'est pas généré par le cerveau. Ce sont des réflexes, en fait. Alors, donc, le cerveau en développement, en parenthèse, ça c'est une phrase qu'on a développée avec mon ami Olivier Dulac. Il n'est pas un petit cerveau adulte. Un bébé n'est pas un petit grand, en quelque sorte. Et un fœtus encore plus. Moi, j'ai proposé le concept de checkpoint, un concept un peu militaire. L'activité immature joue un rôle de GPS. Alors, si on voit au début, revenons une seconde. Je vous dis que l'activité immature n'a rien à voir avec l'adulte. Une image, je vous ai montré ici. Imaginez un énorme orchestre symphonique qui va jouer, je ne sais pas moi, la 7e de Beethoven ou la 2e de Brahms avec Yasha Heifetz au violon. J'imagine, je n'ai jamais été chef d'orchestre, mais j'imagine que pendant la répétition, ils répètent le morceau qu'ils vont jouer. Là, je suis en train de vous dire que ce n'est pas le cas du tout. Ils ne répètent pas le morceau qu'ils vont jouer. Il y a un groupe qui fait du jazz, un autre qui fait du rock, un autre qui fait autre chose. Et puis quand le moment vient, ils vont jouer le morceau qu'il faut jouer. Alors, pourquoi? Moi, j'ai proposé que ça sert de GPS. Ça veut dire quoi un GPS? Ben, vous voyez là, quand on a creusé le tunnel sous la Manche, le français et l'anglais, ils ont fait bisous, bisous. Ils sont retrouvés exactement là où il fallait. Évidemment, sans GPS, ils n'auraient pas pu. Ça aurait été un là et un là. Mais j'ai proposé que c'est à peu près ça que ça fait. Ça veut dire que la construction du cerveau n'est pas une succession d'événements qui sont programmés. De toute façon, il faut bien comprendre que la nature n'est pas bête. Il n'y a pas de programmation rigide, elle s'adapte. C'est bien ça que souvent les chercheurs et les politiques n'arrivent pas à comprendre. Ça s'adapte tout le temps à la situation. Et donc, il n'y a rien d'automatique. En fonction de la situation générale, les choses vont changer. Et donc, j'ai proposé que cette activité-là sert de signal pour valider l'établissement de connexion entre cellules nerveuses, par exemple, ou leur installation. Alors, si vous avez compris ça, la question suivante qui se pose est évidente. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui va mal? Alors, je ne sais pas moi, ça peut être une mutation génétique, un pesticide, un stress excessif, l'alcool, la prise de médicaments, ce que vous voulez. Quelque chose qui peut nuire à la construction du cerveau.
Eh bien, l'idée est très simple. Si vous avez une cascade essentielle A qui va vers B, vers C et vers D, vous avez à un moment donné un événement qui n'était pas prévu et qui est toxique. Mais il va modifier cette cascade. Quelle est la conséquence? C'est qu'il y a des cellules qui ne vont pas se trouver là où elles devraient. Elles doivent migrer. Vous savez, quand on suit les cerveaux, les cellules migrent. Notre cortex a 6 couches. Elles prennent un ascenseur et elles migrent. Allez à la 4e couche, par exemple. Et bien, s'il y a quelque chose qui se passe mal, elles ne vont pas migrer. Ou elles vont mal se connecter. Ou elles vont mal être actives. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme implication? J'ai appelé ça la neuroarchéologie. Bon, je suis né en Égypte, j'aime bien l'archéologie. Mais on imagine que quand on construit un bâtiment, il y a un architecte, bien sûr. Mais après, il y a des visites de chantier. On visite que le plombier, le maçon ont bien fait leur travail, sinon le bâtiment s'effondre. Et donc, si on revient au cerveau, ça veut dire qu'en fait, la visite de chantier, c'est le contrôle permanent de ce qui se passe comme il faut. Sinon, il y a un problème. Il y a un problème des neurones qui ne vont pas aller là où il fallait. Alors, ça s'appelle la plasticité, qui est énorme in utero, mais vraiment énorme. Et donc, ça veut dire quoi? Je prends un exemple là. Ici, dans le fond, vous voyez des cellules. Ben, ça, c'est chez la souris, mais c'est pareil chez l'homme. Les cellules que vous voyez ici à gauche en jaune, là, elles ne devraient pas être là, elles devraient être là. Elles auraient dû migrer. Elles n'ont pas migré. Ici, c'est à cause d'une mutation génétique. Entre parenthèses, un bébé qui a ça, et ça peut arriver, heureusement c'est rare, il a une crise d'épilepsie, entre autres, et la crise d'épilepsie est due à cette région-là. Si le chirurgien intervient et l'enlève, il peut éliminer l'épilepsie. Donc, la maladie est due à cette région dans laquelle il y a des cellules qui n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire. Comme elles n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire, elles sont restées un peu immatures. Et ça, on l'a prouvé chez la souris. Si on enregistre ces neurones-là, ils ne sont pas adultes. Donc, vous avez des neurones qui ne sont pas là où il faut, qui génèrent une activité immature et qui ont kické le voisinage en quelque sorte avec cette activité qui n'était pas prévue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cible d'un traitement doit être là. Elle ne doit pas être à la cause initiale. Parce que la cause initiale, on s'en fiche. Parce que quand le bébé sera épileptique, ça fait belle lurette que ceci s'est fait. La mutation génétique ou le reste. Donc, entre l'événement inaugural et la maladie, il y a un délai. Quand on a la maladie, on s'en fiche complètement de l'événement inaugural. Il faut traiter la conséquence de l'événement inaugural. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important de comprendre ça. La suite découle. Ça implique quoi aussi? Ça implique aussi que quand on a un signe clinique quand on est malade, ça fait belle lurette quand on est malade. Si demain j'ai la maladie de Parkinson, elle n'est pas née le jour où je commence à avoir un tremblement et je vais chez le médecin. Elle est née bien avant. Simplement, elle a pris du temps à se manifester. L'exemple le plus classique, un bébé né avec des conditions d'anoxie cérébrale, on le ressuscite, il va très bien. 20 ans plus tard, il est épileptique à cause de l'insulte initiale. Ici, vous avez 2 cerveaux d'une maladie qui s'appelle la chorèse de Huntington, qui est une maladie génétique. Les premiers signes cliniques peuvent venir à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, parfois même à 30 ans. Si vous prenez 2 adolescents qui n'ont aucun signe clinique et vous faites l'imagerie cérébrale, là, à gauche, c'est le contrôle, à droite, c'est le futur malade. Il n'a aucun signe là. Mais il y a déjà des différences, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a des signes précliniques qui n'ont pas de manifestation clinique, qui anticipent la maladie, mais qui sont déjà là. La maladie commence avant la maladie. Et tout le problème de la médecine aujourd'hui, c'est aller le plus tôt possible, évidemment. Parce qu'on ne va pas regarder les cerveaux de tout le monde. On ne va pas chercher chez tout le monde ce qui se passe. Donc, le plus on avance dans l'identification de la future maladie, évidemment, le mieux c'est. Alors là, je vous montre un truc qui est extrêmement important, qui est le suivant. Les maladies cérébrales, toutes, schizophrénie, Parkinson, Alzheimer, autisme, tout ce que vous voulez, elles coûtent à peu près 800 milliards par an à l'Europe. Il y a plus d'1 trillion aux États-Unis. Bien plus que les cardiovasculaires, bien plus que l'oncologie. Pourtant, on n'y arrive pas. Il n'y a aucun traitement nouveau pour la plupart de ces maladies-là. Pour l'Alzheimer, il n'y a rien. Le Parkinson, il y en a quelques-unes, mais c'est toujours les mêmes. Les épilepsies, on tourne un peu en rond, etc. etc. D'ailleurs, les grandes pharmaceutiques se sont aperçues que ça coûtait trop cher, que c'est des cimetières d'argent, de dizaines, de centaines de milliards. Elles l'abandonnent. Elles préfèrent aller en oncologie ou vasculaire, où là-bas, c'est quand même un peu plus simple. Et moi, je pense que le problème est dû à ça. C'est-à-dire que
comme le cerveau est très plastique et qu'il se réorganise, ce que la plupart des gens font pour chercher des médicaments, c'est bloquer la suite initiale, enfin le problème initial. Et moi, je pense que c'est une connerie. Il ne faut pas bloquer ça, il faut bloquer ça. C'est-à-dire les conséquences de l'agression initiale. Et si on comprend bien ce que j'ai proposé, une des conséquences, ce sont la présence de cellules qui n'ont pas mûri, qui génèrent une activité immature. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un traitement qui bloque spécifiquement des cellules immatures dans un cerveau adulte, c'est l'idéal, parce qu'ils vont bloquer uniquement ces cellules qui n'ont pas migré, qui n'ont pas mûri. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et pas essayer de corriger l'insulte qui a eu lieu parfois des dizaines d'années auparavant. Ben, là, on vient de montrer, il y a quelques mois, un article scientifique français qui est très bien fait, qui montre que la chorée de Huntington, qui est une maladie dégénérative relativement tardive, commence déjà chez l'homme in utero. Donc ça commence très tôt, en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, en tout cas d'après moi. Alors, je prends un exemple, l'autisme, parce que je travaille dessus depuis un certain temps. Pourquoi l'autisme est intéressant? D'abord parce que ça est in utero, ça, il n'y a aucun doute. Et on va essayer donc de faire un pronostic dès la naissance. Alors, l'autisme, c'est quoi? C'est ça. Ce sont des enfants, le plus souvent des garçons, 5 fois plus que des filles, on ne sait pas très bien pourquoi, ça se discute d'ailleurs. Ils ont des interactions sociales très restreintes. Ils ne discutent pas avec leurs copains, ils ne vont pas jouer avec eux, etc. Et ça peut aller de celui qui apprend le mot par cœur à celui qui reste dans sa pièce, dans sa chambre, qui ne sort même pas, qui n'est pas propre, voilà, etc. Donc il y a une hétérogénéité énorme. Très faible communication, et puis des stéréotaxies, c'est-à-dire qu'ils bougent. Stéréotypie, ils bougent beaucoup. Alors, c'est très hétérogène. En général, à la télévision, on vous montre celui qui a pris toutes les fenêtres de la ville de Milan en survolant un quart d'heure en hélicoptère, ou alors 1000 chiffres après pi, 314 plus 1000 chiffres. Mais ça, c'est une minorité. La majorité, malheureusement, c'est beaucoup plus grave. L'incidence est élevée. Là, c'est 1,60 aux États-Unis, ça va bientôt 1,50, ce qui fait 2%, c'est beaucoup. Ça peut être généré par des mutations génétiques in utero. On a déjà 800 à 900 mutations. La plupart sont très peu pénétrantes, mais aussi la pollution. Il y a un travail américain qui a montré que des femmes enceintes, deuxième trimestre de la gestation, qui sont moins de 1,5 km d'intérêt dans lequel on met certains pesticides, l'incidence de l'autisme augmente. Il n'y a qu'en France que l'on pense que ça ne marche pas et qu'on peut mettre des pesticides jusqu'à 15 mètres de l'école primaire, ce qui pour moi est une absurdité complète. Ensuite, des médicaments pris pendant la grossesse. Vous savez qu'il y a un procès avec ce médicament qui s'appelle le Dépakine, qui est un très bon antiépileptique, mais pas chez les femmes enceintes. Parce que ça génère des mutations, des problèmes graves. Il y a un procès en ce moment contre Sanofi, contre l'État, là-dessus. Heureusement, ça fait 20 ans que ce procès aurait dû avoir lieu, avec enfin des résultats positifs, c'est-à-dire qu'il va reconnaître qu'il y a un problème avec Sanofi et avec la réponse de l'État à cette situation. Alors du coup, moi, je me suis posé une question simple. S'il est in utero, est-ce qu'on peut le diagnostiquer dès la pas le diagnostiquer, mais en tout cas identifier dès la naissance des bébés à risque, qui peut-être un jour seront autistes? Quel est l'avantage? Alors évidemment, on me dit, oui, mais attention, il y a un problème éthique, tu vas stresser les mamans. Bon, d'accord. Mais si on a un bébé qui risque de devenir autiste, si on utilise des approches psychoéducatives, et il y en a quelques-unes qui vont ajouter 6 mois, on va atténuer ce qui se passe par la suite, parce que le plus tôt on interrompt cette espèce de cycle négatif qui n'est pas vertueux, le moins il communique avec les autres, le plus ça va s'engrammer, le plus ça va rester, eh bien, on peut réduire, si l'on guérit, on peut réduire les séquelles de cette espèce d'insulte initiale. Donc, si vous avez bien compris, l'idée, elle est simplement de dire, si ça n'est in utero, est-ce que je peux pronostiquer plus tôt? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le diagnostic qui est pédopsychiatrique seulement, pour l'essentiel, il se fait entre 3, 4, 5 ans en Europe. Il y a certains qui disent 18 mois, mais ce n'est pas très fréquent. Et donc, si je peux avoir plus tôt, ce serait quand même très bien. Alors, vous savez, l'autisme, c'est ça, c'est le mur. Et la question, c'est est-ce que je peux aller plus tôt? Je peux, à la naissance, dire à une mère, ton bébé a ou pas une chance de devenir, enfin une chance, ou un problème de devenir autiste par la suite. Alors, nous avons fait une manip qui est très simple. J'ai eu la chance d'interagir avec 2 personnes qui sont dans la même ville, à Limoges. Alors, Hugues Galli est un obstétricien en chef de Limoges. Eric Lemonnier est un pédopsychiatre.
qui travaille sur l'autisme depuis des décennies, un des meilleurs experts français d'ailleurs. Eh bien, Eric a identifié les enfants qu'il avait caractérisés comme étant autistes. Il a demandé à Hugues de sortir leurs données de maternité. Comme il y a une seule maternité à Limoges, c'était facile. À Paris, c'est impossible de faire ça. Donc, on va retracer les dossiers des enfants qui sont autistes, enfin qui sont autistes 3 ou 4 ou 5 ans plus tard. On revient en arrière, on prend les dossiers de la maternité et on les donne à ce jeune homme, Ahmed Rabiei, qui est un expert de Big Data Analyse. C'est-à-dire qu'il peut écrire des programmes à partir d'analyse de larges chiffres. Pourquoi larges chiffres? C'est parce qu'en France, une maternité peut recueillir jusqu'à 120 paramètres par femme enceinte. Biologique, échographique, biochimique, parents, etc. Donc, ça fait beaucoup. Donc, nous, on a recueilli à peu près 80 dossiers d'enfants autistes en allant a posteriori, enfin, en revenant en arrière, et à peu près 200 ou 300 d'enfants pas autistes, mais nés dans la même maternité et les mêmes conditions. On va comparer les deux. Donc, on a d'une part, dans la même maternité, des bébés qui sont nés, qui ne sont pas devenus autistes, et des bébés qui sont nés et qui sont devenus autistes. On a pris tous les paramètres possibles et imaginables. Alors, il y a évidemment l'échographie, le périmètre crânien, la taille de l'abdomen, la longueur du dos, les os du fémur, etc. Quand est-ce qu'il se met en position inversée pour sortir, ça c'est important. Et puis d'autres paramètres, comme la truc du calme, mais bon, je pense dans l'été. Alors, avec le programme que Ahmed a écrit, c'est un programme de machine learning. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il prend toutes ces données, donc vous imaginez, 120 paramètres multipliés par 300, ça fait du monde. Machine learning, ce que ce programme fait, on ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas matheux, c'est ce qu'il m'a expliqué. On prend 10% des données qu'on cache, que l'ordinateur ne voit pas, et 90% qu'il voit. On lui demande d'essayer de sortir des groupes qui diffèrent. Et il est arrivé à identifier pratiquement 100% des bébés qui ne vont pas devenir autistes. Donc je peux dire à maman, ton bébé ne sera pas autiste. Pratiquement à 100%. Bon, il y a 4% d'erreur. Et à peu près la moitié de ceux qui vont être autistes par la suite. Pourquoi la moitié? C'est parce qu'il faudrait des chiffres plus grands et parce que, évidemment, c'est hétérogène. Et parce qu'on a pris des conditions assez stringentes, qu'il y a très peu d'erreurs, du genre, je dis qu'il va devenir autiste, mais en fait, il ne va pas devenir autiste. Donc, au fait, il nous faut tous les paramètres du début jusqu'à la naissance. Très important, ça. Il ne s'agit pas de faire des avortements à partir de données qui sont partielles, évidemment. Chacun peut avoir l'idée qu'il a sur l'avortement. Moi, j'ai un compte à condition que ce soit justifié. Là, ça ne l'est pas. Donc, il faut que le bébé naisse, et c'est à ce moment-là que l'on pourra dire oui ou non après l'analyse. On pourra évidemment utiliser des méthodes psycho-éducatives, et surtout, quand il aura 3 ou 4 ans et qu'il sera diagnostiqué par le pédopsychiatre comme étant autiste, eh bien, il y aura la possibilité de rajouter à l'évaluation psychiatrique une évaluation un peu plus objective qui est biologique. Parce que la biologie est très importante dans cette histoire. Je ne vais pas critiquer les psychiatres, mais la biologie, voilà, ça peut être par moment un peu plus important. Voilà. Ensuite, ayant réussi ça, je parle dans le détail, mais on a découvert des choses assez intéressantes sur la vitesse de croissance du périmètre crânien. Là, on l'a mesuré. Et on s'est aperçu que chez celui qui va devenir autiste, la croissance du cerveau, chez 40% d'entre eux, est beaucoup plus importante que ceux qui ne vont pas devenir autistes ou les autres autistes. Ça veut dire qu'en fait, tout le processus de croissance in utero est atteint, déjà. Et c'est important parce qu'on sait que les bébés enfants autistes ont un cerveau plus gros, 40% d'entre eux ont un cerveau plus gros que les autres, jusqu'à l'adolescence. Moi, je suis en train de dire que ça commence déjà in utero. Tout le processus de maturation est déjà atteint in utero. Il est accéléré chez pas mal d'entre eux. Alors, de là, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut développer une molécule qui bloque les activités immatures d'un cerveau, adolescent ou adulte, afin de traiter ces enfants? Donc, on a pris une molécule, peu importe les détails, qui effectivement bloque des activités immatures. On a développé une formulation liquide que les enfants aiment bien. Ensuite, on est passé aux phases cliniques. Alors, là, j'ai pris un résumé de ce que c'est qu'un essai clinique. Je pense que c'est très important parce que les gens ne réalisent pas la complexité. Moi, je ne suis pas un fan de l'industrie pharmaceutique, mais il faut dire que les risques sont absolument énormes. Donc, vous commencez par avoir une molécule, vous testez qu'elle n'est pas toxique. Enfin, vous faites d'abord tout ce qu'il faut chez la souris,
le cochon, le dinosaure, ce que vous voulez. Tout ce qui est préclinique. Ensuite, une fois que vous avez montré que c'est ça, vous testez chez des volontaires sains, c'est la phase 1, que ça ne fait rien sur le foie, la rate, la vésicule biliaire, etc. Vous faites une phase 2A, double aveugle, c'est-à-dire quelques-uns prennent le placebo, quelques-uns prennent le médicament, sur un centre en général, une cinquantaine d'enfants. Ensuite, il y a une phase 2B, qui est très importante, parce qu'elle nécessite beaucoup plus de monde, elle nécessite une évaluation extérieure, ce qu'on appelle un CRO, c'est-à-dire, en fait, vous avez un organisme qui coûte très cher, qui lui contrôle tout. C'est lui qui envoie les médicaments en secret, placebo ou pas. C'est lui qui a les statistiques et c'est lui qui peut arrêter l'essai si jamais il y a un enfant qui est blessé ou qui est malade, etc. Et ça, vous présentez aux autorités européennes et américaines qui l'approuvent ou pas. Si elles approuvent l'essai, ça devient un essai pivotal ou pivot. Ça veut dire que vous pouvez passer à la phase finale qui, elle, si elle est bonne, vous avez un produit sur le marché. Et la phase 3 est un cimetière d'échecs. Je veux dire, vous prenez, je ne sais pas moi, le Parkinson, les tumeurs cérébrales, l'autisme, des échecs partout, dans lesquels des milliards ont été dépensés parce que, au départ, l'idée n'était peut-être pas très bonne. Et donc, ça résume ça de façon un peu imagée. Il y a un besoin, il faut innover avec une recherche fondamentale. Donc, on a des boîtes de pétri, des souris, on essaye, la vie est belle. On fait des essais cliniques. Quand ça se passe la gueule avant, on arrive là, entre ça se casse la gueule à la fin. Il suffit qu'il y ait, entre guillemets, un patient qui meurt ou qui a un truc grave et tout est mort. Donc, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment une chose qu'il faut faire en ayant pas mal de raisons de croire. C'est un peu un loterie d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard si toutes les phases 3 autisme ont tout échoué. Là, je vais vous montrer l'exemple d'un enfant que nous avons traité. Pour l'anniversaire de bébé. Tu viens, hein? Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de communication visuelle, il s'autostimule. Et sur le gâteau d'anniversaire de bébé, moi je mets des bougies. Tu viens mettre la bougie? Aucune communication visuelle, aucune interaction. Mets la bougie. Regarde. Ça, c'est 3 mois plus tard après le traitement. Pour l'anniversaire de bébé, on fait un gâteau. Dessus, on colle des bougies. Tu mets ça. Hop. Hop. Bravo. On a mis les bougies. C'est chaud. Et on chante. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais, voilà. On enlève les bougies. Vous avez remarqué la communication visuelle entre eux. Bébé, il a faim, bébé. Il a faim, bébé. Il a faim. Toi aussi, tu as faim? Alors, ce n'est pas des cours de miracle, il ne parlait pas, il ne parle toujours pas ce garçon. Mais on a des cas dans lesquels, à l'évidence, les parents sont plus ravis parce qu'il y a une vie. Ils se voient, ils sont assis à côté. Et je me souviens d'une jeune fille, 11 ans, 11 mois d'âge mental, épileptique, qui se mutile. Après traitement, ben, les parents disaient notre vie a changé, elle ne parle toujours pas, mais elle mange avec nous, elle ne fait pas les Indiens autour des cow-boys pendant le déjeuner. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui ne sont pas évaluées par les structures, mais qui sont extrêmement importantes parce qu'il y a aussi les parents qui sont concernés, évidemment. Là, je vous montre un truc, je ne sais pas, les plus vieux d'entre vous ont dû voir ce film, qui est un grand classique, Richard Burton et Elizabeth Taylor, qui a peur de Virginia Woolf. Alors, vous voyez là, ils sont en train de s'engueuler à l'évidence.
Lui, il a un peu regardé trop cette fille, elle lui fait des reproches. Alors, si vous étiez autiste, vous regarderiez le pot, l'assiette. Évidemment, vous ne comprendrez rien du tout de la scène. Parce qu'au point de la scène, il faut regarder les yeux. Il faut regarder le message qui est entre Elizabeth et Richard Burton. Sinon, vous ne comprenez rien du tout. Or, un autiste a peur de regarder dans les yeux. C'est archi classique. Il n'aime pas regarder dans les yeux. Il évite les yeux. On est obligé d'ailleurs dans certains tests de dessiner ici une croix pour lui demander de regarder la croix entre les deux yeux. Alors on a fait un test, c'est Louchine qui est professeure de Harvard en Suède, où elle a montré des images de femmes qui pleurent, qui rient, etc., ou des images neutres, un lapin, Elle prend des adolescents autistes et elle leur montre avant, après traitement, ces images pour voir s'ils reconnaissent, s'ils regardent dans les yeux déjà, avec ce qu'on appelle la eye tracking. En fait, on a une espèce de caméra qui regarde qu'est-ce que lui regarde. On s'aperçoit qu'il regarde beaucoup plus les yeux après traitement qu'avant traitement. Et qu'il y a une différence très nette entre là où c'est amélioré et là où ce n'est pas changé du tout. Donc, on regarde plus les yeux après traitement qu'avant, ce qui est cohérent avec ce que nous défendons. On a traité plus de 600 enfants avec succès. 4 phases 2 en France, donc 2 de chez nous et 2 ailleurs. Il y a des tas d'enfants qui ont été traités de façon... Parce que comme la molécule est générique, on peut la traiter sans problème, en Pologne et ailleurs. Moi, je reçois des mails de partout dans le monde de parents qui l'ont utilisé. Et pourtant, la phase 3 a échoué. Il n'y a pas de différence entre placebo et traité. Cela est dû à la grande hétérogénéité de l'autisme, probablement. Donc, on n'aura pas un traitement qui rapporte toutes les formes de l'autisme. Par contre, il est tout à fait clair que dans la population hétérogène, il y a des sous-populations de répondeurs qui, eux, répondent au traitement que nous avons développé. Les Hollandais ont montré que des enfants, adolescents, qui ont un léger électroencéphalogramme particulier, répondent dans la métallique au produit. On peut même prédire chez qui ça va marcher. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il faut diviser ce syndrome qui est très large en sous-divisions afin d'avoir des répondeurs qui, eux, répondront au traitement. Juste, je montre un de nos résultats. Ça, c'est un test pédopsychiatrique, ça s'appelle le CARS. Chaque bâton, c'est un enfant, chaque colonne. Le plus la colonne est grande, le plus le critère est réduit, le mieux c'est. Avec 8 de baisse, l'enfant est pratiquement guéri. Enfin, il va beaucoup mieux. Vous voyez que tous les bleus, c'est les traités, sauf un qui est placebo. Donc, au fait, il y a une amélioration très nette là. C'est évident. Malheureusement, la phase 3 ne marche pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement sur le marché. Ça veut dire que, pour l'instant, tout ce que nous avons fait comme effort n'ont pas abouti à un traitement, alors qu'il marche. Ce qui soulève un problème éthique d'ailleurs. C'est les 30% des enfants qui répondent à un traitement, est-ce qu'il faut le mettre à la poubelle? Est-ce que c'est juste vis-à-vis de ces 30% ou 40%? Les conclusions de tout ce que je vous ai raconté, c'est que il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe in utero, comment ça se développe, et c'est là qu'il faut essayer de développer des traitements qui bloquent des courants immatures ou des activités immatures dans le cerveau adulte. La deuxième chose, que je n'ai pas beaucoup insisté dessus, il y a 2 stratégies pour développer des médicaments. L'une, c'est les nouvelles molécules que l'on fabrique. L'avantage, évidemment, c'est que ça marche, ça apporte beaucoup plus de sous parce que la molécule est protégée. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle les repositionnements. C'est ce que nous avons fait. On prend une molécule générique qui est connue pour avoir des effets X. Dans mon cas, elle est utilisée depuis 40 ans dans l'hypertension, mais qui fait ce que j'ai montré chez la souris, elle devait faire, c'est-à-dire bloquer des activités immatures. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave, parce qu'on la connaît depuis longtemps. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'elle est moins bien protégée, donc il y a moins de bénéfices en ce sens-là. Mais il faut caractériser les répondeurs pour réduire l'hétérogénéité, et là, la génétique peut aider. Par exemple, prendre des groupes d'autistes qui ont telle mutation génétique. Enfin, et surtout, pour moi, c'est que pour comprendre ce qui se passe, il est crucial de travailler chez l'animal. Et pourquoi c'est important? C'est parce que là, vous avez 3 visages, je ne sais pas si vous les voyez. Ces 3 visages que vous voyez là travaillent avec moi depuis longtemps sur la souris. Et là, ce qu'on fait chez la souris, c'est que chez la souris, contrairement à l'homme, ou la femme plutôt, on peut avoir des embryons avant la naissance et après la naissance, de souris qui vont devenir autistes ou pas, avec des drogues, des choses comme ça. On peut compter le nombre de cellules nerveuses qui ont telle ou telle propriété. Si vous avez un embryon,
toutes les cellules, tout ce que vous voyez là qui est coloré sont des cellules ayant des propriétés particulières. Là, c'est pareil, vue de dos, et là, vue de face dans le cas d'un rat. Et on peut, du coup, identifier quels sont les événements qui sont intervenus. Évidemment, on ne peut pas faire ça chez la femme. Et je crois que comparer les deux est très important. Pour donner un seul exemple, chez la femme, on a montré que le cerveau, le périmètre crânien, augmentait plus chez des embryons autistes que chez des autres. Là, on a montré la même chose chez la souris. On a montré qu'effectivement, le cerveau est plus grand. Il continue à croître pendant l'accouchement chez la souris ou le rat, ce qui n'est pas le cas chez celui qui n'a pas d'avenir autiste. Et la convergence des deux permet de mieux comprendre, je pense. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et je suis prêt à répondre à des questions, bien sûr. Merci beaucoup, M. Benary, pour cette présentation. Et j'imagine effectivement qu'il doit y avoir de nombreuses questions dans la salle. Donc, n'hésitez pas, nous sommes une quarantaine. Vous pouvez soit poser votre question dans la discussion, soit simplement ouvrir votre micro et nous vous écoutons. Ou alors je me lance le premier. En principe, ça décante la situation. Monsieur Benary, peut-être revenir sur le concept que vous avez évoqué au début de votre présentation de neuroarchéologie. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être et nous dire exactement comment elle a pu faire avancer vos recherches? Quoi? Comment la neuroarchéologie a fait changer vos recherches, les a fait évoluer? Alors, oui, parce que démontrer chez l'animal qu'il y a des cellules qui sont restées immatures et qui sont la cause de la maladie est fondamental, parce que du coup, ça m'a amené à chercher des molécules qui font ce que je cherchais, c'est-à-dire bloquer des activités immatures de façon spécifique. Et ça ne peut se faire que chez l'animal. Et partant de là, on passe à l'homme. Donc le concept de neuroarchéologie est tout à fait fondamental. Et je crois qu'il explique pourquoi il y a eu tant d'échecs dans le développement de traitements. Parce que les grosses pharma veulent des molécules propres, qui ne sont pas génériques, qui leur permettent de faire des milliards. Donc elles visent l'insulte initiale. Et ça, à mon avis, c'est une perte de temps. Parce que le cerveau est plastique. Chaque seconde, il change. Et ça ne sert rigoureusement à rien de s'attaquer à la cause initiale. C'est ça que je voulais appeler neuroarchéologie. Vous savez, quand un aéroport comme à Roissy, il y a quelques années, s'effondre, on sait très bien pourquoi. Il y a un pylône qui a été mal construit. Ben, l'idée est la même, pratiquement. C'est-à-dire que la cause de ce qui se passe beaucoup plus tard, il faut la chercher avant. Il faut revenir en arrière, en fait. Voilà. Neuroarchéologie, c'est ça que ça veut dire, en fait. Merci. Alors, on a des questions qui apparaissent dans le chat. La première, la maladie de Charcot peut-elle prendre sa source chez l'embryon? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je ne serais pas étonné que oui, parce que les grandes voies descendantes qui vont du cortex jusqu'à la moelle elles sont connues. Vous savez, chez la souris, la maladie de Charcot, c'est des neurones du cortex moteur qui doivent projeter vers la moelle et qui ne le font pas très bien, ce qui fait qu'il y a un contrôle de la motricité qui se fait mal. Or, ces grandes voies qui parfois vont pour 1,5 mètre, partant de là jusqu'à mes pieds, ou plus, ces grandes voies, on sait qu'elles se développent de façon relativement tardive, chez l'embryon aussi. Chez la souris, on peut montrer qu'elle commence à passer après la naissance. Et il y a toute une série de contrôles de la maturation de ces voies, qui soient génétiques. Alors, est-ce qu'il y a des preuves que l'environnement ou les médicaments peuvent, pendant la grossesse, impacter ça? Je ne sais pas. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas un sujet que j'ai poursuivi. Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait des facteurs qui peuvent l'amener à s'exprimer plus tôt. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des preuves contraignantes. Donc, il faudrait que je fasse une petite étude et je pourrais répondre à la question. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça commence beaucoup plus tôt. Mais encore une fois, c'est un problème de recherche bibliographique que je n'ai pas faite. Merci. Alors, je regarde les autres questions. Oui, j'ai M. Philibert. Qu'en est-il des dysfonctionnements des dys, comme les dyslexiques? Alors, les dyslexiques, c'est intéressant parce qu'il a été montré d'abord chez l'animal. On peut montrer que des mutations génétiques
impliqués peut-être dans la dyslexie provoquent un retard de migration. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous prenez un embryon de souris, vous mettez dedans la mutation, et vous voyez que les neurones qui devaient migrer ne migrent pas bien. Donc, c'est vraiment un désordre migratoire. Entre parenthèses, la migration des cellules est une cause majeure de maladie cérébrale. Les épilepsies infantiles, dont on pensait qu'elles étaient dues à 5 ou 10% pour des désordres migratoires, aujourd'hui, c'est plutôt 40%. Parce qu'on a une meilleure imagerie, on peut les voir plus tôt. Donc, il y a des neurones qui ne migrent pas, qui font une espèce de foyer, et qui sont la cause des épilepsies infantiles souvent. Dans le cas de la dyslexie, c'est pareil. Et d'ailleurs, mais ça, ce n'est pas mon domaine, il y a des gens qui ont montré que, dans pas mal de ces maladies-là, si on peut appeler ça une maladie, il y a des problèmes sensoriels, c'est-à-dire d'écoute suffisamment efficace entre les deux oreilles, de parler, parce que c'est une musculature assez compliquée, la musculature de la bouche qui permet de parler, qui se développe mal. Donc, c'est certainement une maladie développementale, il n'y a aucun doute. Maintenant, il y a peut-être une partie génétique, mais à mon avis, elle est faible. Je pense que la partie la plus importante, comme toujours, c'est l'environnement, pas la génétique. Merci. Alors, vous précisez que le cerveau immature du bébé répond à ses propres règles. Qu'est-ce que cela veut dire et à partir de quand et pourquoi parle-t-on, vous parlez de cerveau mature, enfin de cerveau immature, à partir de quand va-t-on parler de cerveau mature? Très bonne question. C'est assez compliqué. Disons que chez la souris, il y a des choses qu'on peut faire chez la... prenons d'abord le bébé. Le bébé, à la naissance, il gère une activité électroencéphalographique qui est particulière à la prématurité et à la naissance, que l'on ne voit plus après. Pour vous donner un seul exemple, quand je vous parle, si vous me faites AEG, j'ai des ondes de fréquence très différentes dans mon cerveau. Là, ça peut être 46 secondes, la 20, la 10, en fonction de ce que je réfléchis, ce que je dis, ce que j'écoute. Chez un bébé, il y a des patrons de décharge beaucoup plus simples qui dominent pratiquement tout le cerveau. De façon générale, le cerveau immature, il est comment dirais-je, il est beaucoup plus synchronisé avec des synchronisations simples. Les cellules immatures sont des cellules qui oscillent tout le temps, tout le temps. Elles ne sont pas capables d'autant d'intégration que les cellules par la suite. Alors, quand se fait la transition exactement, ça, on sait plus ou moins chez la souris ou le rat, plus facilement que chez l'homme, parce qu'on peut enregistrer des neurones et montrer qu'ils ont mûri à un moment donné, qu'ils ont toute leur arborisation dendritique, toute leur arborisation, toute leur connexion. Et ça, à peu près, c'est un mois et demi après la naissance. Maintenant, chez l'homme, c'est beaucoup plus progressif, puisqu'il y a quand même des synapses qui se font beaucoup plus tard, y compris jusqu'à l'adolescence. Mais les processus immatures cruciaux que sont la division, la prolifération des neurones, c'est fini. Il n'y a plus de neurones qui prolifèrent par la suite. Donc, les neurones se divisent, prolifèrent, migrent, tout ça est embryonnaire, immature. Après, les connexions qui se font après, évidemment, ça peut durer un certain temps. Par exemple, dans le système visuel, si vous prenez un rat et vous lui montrez uniquement des colonnes, rien d'autre, le système visuel va s'habituer à voir des colonnes jusqu'à un certain âge. Et si ça dure longtemps, il ne pourra plus revenir en arrière. Il ne pourra plus voir de façon des barres horizontales. C'est pour d'ailleurs ces raisons-là qu'un bébé qui a une vision qui n'est pas très bonne ou une audition qui n'est pas très bonne, il vaut mieux corriger le plus tôt possible. Parce que si moi, à l'âge de 3 ou 4 ou 5 ans, là j'ai des lunettes, si je n'avais pas de lunettes alors que j'en avais besoin, mon cerveau allait se connecter avec ça, c'est-à-dire la vision mauvaise que j'ai sans lunettes. Par contre, si je mets mes lunettes très tôt, eh bien, il va se connecter comme il faut, parce que les messages sont enclavés. Donc, à un moment donné, où ce n'est pas irréversible, heureusement, même à mon âge, je peux avoir de la plasticité. Mais à un moment donné, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Et à mon avis, le passage, il est là. Quand cette forme de plasticité immature n'est plus aussi facile. Donc, ce n'est pas un jour particulier. Mais la dynamique des processus embryonnaires est restreinte à l'in utero. La dynamique des processus de plasticité pendant les premières années, elle est restreinte à cette partie-là. Ce n'est pas la même. Là, au départ, c'est des processus un peu automatisés. Je migre, je me mets là où il faut, je me connecte. Après la naissance, c'est des processus de confirmation de certaines connexions, d'élimination de certains et d'augmentation de l'autre. C'est là où on apprend les langues, c'est là où on apprend beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas les mêmes processus, si vous voulez. Et puis, progressivement, ça s'éteint. Donc, ce n'est pas
à un jour près, mais on peut dire que la plasticité immature diffère de la plasticité adulte. Qu'elle n'a pas les mêmes fonctions, n'a pas les mêmes mécanismes et qu'elle diffère. Merci. Alors Chantal nous demande dans le chat si l'on peut envisager de faire en sorte d'optimiser l'évolution du cerveau in utero. Est-il possible d'établir les conditions idéales de gestation? Ah, voilà une bonne question. Ben, écoutez, je vais vous dire. Il y a quelques années, Arte avait fait un film, oui c'était Arte, sur demain, les embryons vont naître dans des machines. Il y a des gens qui disent que demain, madame n'aura plus besoin de se casser la tête. On prend le fœtus, enfin la cellule qui a été fécondée, et puis on la met dans une boîte, et madame revient 9 mois plus tard avec une espèce de code barre, ça c'est mon bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est totalement de la fumisterie. Et pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il disait on arrive à cultiver des cellules fécondées humaines, en quelque sorte, jusqu'à à peu près 2 semaines, in utero, enfin, dans une boîte de pétri. Après, on ne peut plus. On arrive à faire vivre des prématurés à partir de la, allez, 24, 23e et 4e semaine, parfois plus tôt. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que 23, 24, 25e semaine, les séquelles neurologiques sont parfois gravissimes. Pas toujours, mais ça arrive. Et donc, il nous manque que 20 semaines entre les deux, on va les combler, et puis la vie est belle. Manque de pause, c'est pas ça la vie. La vie, c'est les relations entre l'embryon et sa maman. La joie, les pleurs, le stress, le machin, le malheur, le bonheur, tout ça. Je veux dire, penser qu'il y a des conditions idéales, c'est penser que l'hétérogénéité et la diversité grâce à laquelle nous sommes ce que nous sommes est superflue, ce qui n'a aucun sens. Sans diversité, il n'y a pas de nature. Sans diversité humaine, il n'y a pas de société. Et sans diversité pendant la grossesse, il n'y a rien du tout. Donc, moi, je suis intervenu dans cette émission pour leur dire que c'était une fumisterie. Bon, j'étais le seul. Mais ça m'a l'air tellement évident. Alors, conditions idéales, ben, pour moi, évidemment, je vais dire des banalités. Pas de stress. Bon, évidemment, si on est au chômage, et le mari est au chômage, ou alcoolique, ou je sais quoi. Bon. Ensuite, pas de médicaments superflus. Ça, c'est extrêmement important. Même le Prozac, je ne suis pas sûr. Et à un moment donné, on donnait aux femmes enceintes assez facilement des médicaments antipsychotiques. À mon avis, il faut faire gaffe. Pourquoi? Parce que vous avez 2 cerveaux. Vous avez la maman et le petit. Et les 2 cerveaux ne font pas la même chose. Une maman qui prend du Valium, on le sait ça. Elle va aller dormir, c'est ça que fait le Valium. Lui, il sera excité parce qu'ils ont des réponses opposées. Donc, pas de médicaments si possible. Évidemment, si vous êtes en épileptique, la situation est différente. Mais si possible, pas de médicaments, pas de molécules de confort. Je sais, c'est difficile. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de stress. C'est des banalités. Et puis, lui faire entendre Mozart de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc, si vous voulez, voilà, c'est la musique, c'est les relations. Il faut comprendre que le futur bébé, on reconnaît, entend la voix de sa mère déjà des semaines avant la naissance. Il ne bouge pas de la même façon si c'est maman qui parle ou quelqu'un d'autre. Donc, il y a des interactions. Maman, elle est vachement importante. Je veux dire, c'est avec elle que se créent les premières relations qui vont être cruciales pour son devenir. Sans ces relations-là, ça va dans le mur. Donc, je regrette, c'est des banalités, mais j'allais dire, heureusement qu'il n'y a pas de conditions magiques et une recette magique. Parce que recette magique va dire pas de diversité, tout le monde carré. C'est pas ça la vie. La vie, c'est l'hétérogénéité. Merci. Une question sur les émotions. Est-ce qu'il est possible de définir un chemin des émotions dans le cerveau? Oula. Bah, il y a des choses qui sont classiques, ce n'est pas tout à fait mon domaine. Il y a des choses qui sont classiques et qui sont archi connues, chez l'animal et chez l'homme. Il y a des grandes voix. Par exemple, il y a des grandes voix. On peut conditionner une souris. Quand on la stimule, cette région-là du cerveau, elle va préférer n'importe ce qu'on lui donne, par exemple une drogue. Elle va préférer appuyer sur une pédale pour avoir cette stimulation plutôt que manger. Donc, il y a des grandes voies qui relient, par exemple, la partie inférieure du cortex temporal, qui relie l'amygdale, qui relie les voies descendantes, qui sont cruciales pour pas mal de choses. Mais encore une fois, l'émotion, c'est compliqué, l'émotion. Il y a des émotions quand je vois une voiture qui me plaît, il y a des émotions quand je vois la femme que j'aime, c'est extrêmement hétérogène. Et il faut comprendre que le cerveau, c'est une boîte dans laquelle pratiquement tout est lié à tout.
Donc, on ne peut pas dire que le neurone X dans telle région est responsable de l'émotion et pas l'autre. Parce que, vous savez, quand je vois, par exemple, un des tableaux que j'aime bien de Van Gogh avec le lit et le mur bleu qu'il a fait 3 ou 4 fois, eh bien, je dois me souvenir où je l'ai vu, je dois intégrer les couleurs que je vois, qui sont superbes, l'émotion que ça m'a fait la première fois que je l'ai vu, ça fait déjà des régions du cerveau différentes. Et elles doivent entrer en convergence. Comment ça marche? Eh bien, l'agent visuel qui a vu le bleu du lit, dans le cas de Van Gogh, plus la région du souvenir qui m'a appelé où je l'ai vu la première fois, vont entrer en synchronie. Et tout ça fait l'émotion que j'ai quand je vois ce tableau. Donc, ce n'est pas une région du cerveau en particulier. Il y a des régions qui sont plus impliquées, par exemple, dans tel aspect de l'émotion. Par exemple, il y a déjà 60 ans, 70 ans, au Québec et en France, quand un monsieur épileptique, on devait léser la région du cerveau qui est épileptique, on mettait une électrode dans une région qui s'appelle l'hippocampe. Et l'idée était d'identifier d'où est générée la crise pour léser cette région de façon à ce qu'il ne soit plus épileptique. Technique qui marche assez bien quand elle est bien faite, bien sûr. Et bien, on s'est aperçu que quand on mettait l'électrode et qu'on stimulait, le monsieur, soudain, parce qu'il était éveillé, il n'est pas anesthésié. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de douleur dans le cerveau. Je veux dire, si j'ouvre votre cerveau et je mets mon doigt dedans, vous n'allez rien sentir. Il n'y a pas de cellule de douleur. Et donc, quand on met ces électrodes et qu'on les stimule, ces régions-là, soudain, le monsieur dit, ah oui, je vois ma maman, j'avais 4 ans, elle me jouait Beethoven dans le salon. Et il le décrit comme s'il le vivait. Donc, il y a des émotions, il y a des choses qui sont enregistrées de cette façon-là, d'autres qui circulent beaucoup plus, que l'on ressent ou pas. Et donc, là aussi, les émotions, c'est très large. Il y a des régions, comme l'amygdale, qui sont impliquées dans des émotions absolument évidentes. Vous prenez un singe qui domine la tribu, vous lésez l'amygdale, il n'est plus dominant. Il ne peut plus rien faire. Parfois, il se laisse mourir. Vous stimulez l'amygdale, il y a des relations, par exemple, sexuelles, théoriques. Tout le comportement vient, l'érection et tout le reste. Vous stimulez l'amygdale, il y a des mouvements masticatoires. Donc, la réaction de l'émotion implique énormément de régions du cerveau. Elle n'est pas restreinte à une région. Elle dépend de beaucoup de choses. Merci. Alors, on approche du terme de cet échange, de cette conférence. Peut-être une dernière question. Pourquoi est-ce fondamental que les travaux de la recherche s'approchent le plus possible de l'art, des écoles, des entreprises, de la société, en bref, de la vie? Pourquoi les recherches? Pourquoi est-il fondamental que les travaux de recherche s'approchent le plus possible de l'art, des écoles, de la société, en bref, de la vie? Là, vous me posez une colle, il faudrait une demi-heure, mais je vais essayer de répondre brièvement. L'idée est en fait très simple. On se retrouve dans un monde dans lequel, malheureusement, je crois que ce n'était pas prévu, la bêtise, la religion excessive, l'extrémisme, plutôt de droite d'ailleurs, de plus en plus empêchent de réfléchir de façon sereine. Or, c'est quoi la science? La science est très simple. Si je dis que la Terre est ronde, il faut que je le prouve. Et c'est vrai aujourd'hui, demain et dans 1000 ans. Ça ne dépend pas de mes humeurs ou des dieux auxquels je crois ou je ne crois pas. La science, c'est ça d'abord. C'est l'universel. C'est-à-dire, ce que je dis peut être confirmé partout. Einstein a proposé dans 2 articles en 1905 des trucs qui étaient complètement farfelus, qui aujourd'hui n'ont jamais été publiés, qui ont pris plus d'1 siècle pour être complètement validés. Et maintenant, on sait qu'il avait raison. D'accord? C'est vrai d'autres. En France, pas mal. Et donc, la recherche est la façon la plus appropriée de s'entendre sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de fake news en recherche. Il y a des articles qui sont faux, qui ne sont pas reproduits, il y en a beaucoup. Il y a des articles qui sont trichés, mais un article qui reste, une étude qui reste, qui est confirmée, elle est vraie. Elle n'est pas contestable. C'est ça dont on a besoin dans la science, dans l'école. Ce qui est rouge est rouge, ce qui est noir est noir. Je veux dire, et malheureusement, on est dans un monde dans lequel les fake news dominent. Et c'est quoi les fake news? C'est du grand n'importe quoi. On prétend que ceci n'est pas vrai, que ceci est vrai, etc. Or, la science, c'est la meilleure protection de ce genre de choses.
Parce que la science, l'image montre un bombardement en Ukraine, on ne va pas le contester. C'est la science, c'est quelque part la vision. Donc, si vous voulez, la recherche, pour moi en tout cas, c'est ce qui a toujours été une des fonctions les plus nobles de l'homme, comprendre le monde qui l'entoure, comprendre comment il marche, essayer de les guérir si possible. Et c'est vraiment, ça ne peut pas marcher autrement que sur des règles que tout le monde accepte, c'est-à-dire l'universalité, la reproductibilité et la valeur de l'expérience partout où elle est répétée. Merci beaucoup. Voilà, simplement pour présenter votre ouvrage Les 1000 premiers jours, comment se construit le cerveau, l'importance du lien mère-enfant, l'hormone de l'attachement, aux éditions Humaine Science. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre note. Je rappelle, quoi qu'il en soit, que cette session a été enregistrée et que vous l'aurez disponible dès demain sur la page YouTube de la Mission laïque française. Un grand merci, M. Benary, pour cette intervention très riche qui nous a enchantés. Avec plaisir, ce fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Merci à tous.